sommes ici à Sainte-Tolette, au bord du canal. D'un côté, la station Isère de la STIB, de l'autre côté, la station de métro Ribeaucourt. Deux stations de la STIB qui sont particulièrement touchées par les problématiques qu'on appelle pudiquement celles de déshérence et d'assuétude, bref, les problèmes de criminalité et de drogue, avec toutes les conséquences que ça peut impliquer, notamment la sécurité des voyageurs. Alors comment sécuriser le réseau de la STIB? C'est une problématique qui dépasse le cadre des transports en commun, qui concerne les villes de manière globale et les grandes villes européennes. Alors que faire? Comment sécuriser le réseau de la STIB? Faut-il plutôt privilégier la prévention ou la répression? On en parle avec deux invités. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le tram, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui avec Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. Bonjour Françoise, vous êtes déjà venue à plusieurs reprises dans le tram. Avec Bruno Valkener aussi, porte-parole de la SBL Transit. Merci à vous d'être avec nous. Françoise, un petit mot pour représenter la mobilité en 2024. Qu'est-ce que vous sortirez? Je dirais 1 million de voyageurs qui sont transportés tous les jours dans nos bus, nos trams et nos métros. C'est 2 mots, mais je vous l'accorde. Bruno, un petit mot qui représente selon vous la mobilité en 2024. Est-ce que vous avez une idée? La mobilité en 2024 Ah, ça, c'est pas vraiment mon domaine, mais je veux dire, je pense qu'à Bruxelles, la mobilité, elle se développe de plus en plus, avec différents modes de transition, mobilité. On va dire. Alors transition. Parfait. Merci à vous. On va passer sur une émission qui parle de la sécurité à la STIB parce que c'est un véritable enjeu pour aujourd'hui. Françoise Ledune, depuis quelques mois, quelques années, on parle beaucoup de cette question de la sécurité, de l'assuétude, de la déshérence dans les stations de la STIB notamment. On sait que c'est une problématique générale de société. Ça fait depuis combien de temps que c'est une problématique qui est en augmentation dans les stations de la STIB? Alors on a toujours eu un public qui occupait nos stations de métro pour s'y réchauffer, mais c'est sûr que depuis le Covid, la fin du Covid, on a vu le phénomène augmenter de manière qui est devenu difficilement gérable aujourd'hui et qui a un impact très négatif sur l'usage du transport public puisque nos voyageurs, les gens qui utilisent les transports en commun sont gênés par cette présence aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on parlait des stations Isère, Ribeaucourt, ces deux stations qui sont littéralement fouillées par certains usagers. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Alors c'est 2 stations qui sont particulièrement touchées par le phénomène, mais aujourd'hui on ne peut plus dire qu'il y a des stations qui ne sont pas touchées par le phénomène. Et donc c'est ça la grosse différence avec il y a une dizaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, quasiment l'ensemble des stations sont touchées, en particulier celles qui se trouvent au centre-ville, et comme les rues, les entrées de porte qui se trouvent également au centre-ville. On discutait tout à l'heure avec une riveraine du centre-ville, elle est aussi dérangée par ce phénomène. Qu'est-ce qu'on peut faire, François Ledune? Alors c'est très très difficile parce que ce sont des choses qui dépassent de loin les compétences d'un transporteur, et puis ce sont des choses qui doivent se traiter en amont également. Donc il faut travailler sur la prévention, il faut travailler sur la présence en station, il faut travailler sur l'accompagnement après. Donc ce sont des problématiques qui demandent une gestion complètement intégrée, et cette gestion intégrée, elle n'apporte que des résultats sur le très long terme. Mais je pense que mon collègue qui est dans le domaine pourra en parler mieux que moi. Bruno, cette question de la drogue à Bruxelles, ça fait combien de temps? On parlait de la fin de la période Covid. Est-ce que c'est un petit peu votre analyse aussi, vous qui êtes un acteur de terrain? Oui, il y a toujours eu, par exemple, Isère-Ribeaucourt, historiquement, c'est un pôle où depuis longtemps il y a des problèmes liés aux assuétudes. Maintenant, clairement, avec le Covid, c'est comme s'il y avait eu un coup d'accélérateur. Je pense que ce n'est pas uniquement lié à la consommation de drogue, je pense que c'est une question profondément sociale, c'est-à-dire que, clairement, la crise Covid a fait basculer aussi des gens dans la pauvreté. Ces gens qui gagnaient leur vie grâce à l'économie souterraine, par exemple? Entre autres, par exemple, ou des gens qui ont perdu leur boulot, ou qui étaient vraiment déjà en équilibre par rapport à un basculement vers la pauvreté. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on bascule dans la pauvreté, on devient forcément consommateur, mais dans les faits, lorsque vous vivez en rue, qui est quand même un environnement très stressant, difficile, malheureusement, les drogues peuvent vous faire résister à l'environnement. En tout cas, c'est les premiers sentiments, c'est ce qui ressort des témoignages quand on consomme notamment le crack, puisque c'est surtout le produit qui est consommé pour le moment. C'est récent ça, le crack? C'est connu depuis un bon bout de temps, mais à une telle ampleur, oui, les chiffres explosent, on le voit, les riverains témoignent, nous on le voit dans nos chiffres. Chez nous,
En une année, entre 2021 et 2022, on a vu une croissance de 12% de personnes dans nos publics déclarant consommer du crack. Et vous constatez que c'est aussi dans tout Bruxelles, pas certains pôles comme Ribeaucourt-Isère? Non, tout à fait, c'est dans tout Bruxelles. Des riverains nous demandent d'intervenir, même sur des quartiers comme les étangs d'Ixelles, Etterbeek. Pareil pour les stations de métro. Certains des usagers témoignent, disent qu'on va plus loin pour être un peu plus en sécurité, parce qu'au centre-ville, ça devient plus agressif. Donc oui, c'est quelque chose qui existe un peu partout. François Ledenis, quelles sont les conséquences sur le réseau pour les usagers au quotidien? Il y a certaines stations dans lesquelles il peut y avoir des problèmes de sécurité, mais est-ce qu'il y a des répercussions, par exemple, sur la circulation des véhicules? Alors, il y a d'abord un sentiment d'insécurité, donc c'est pas du tout agréable de devoir descendre dans une station de métro où vous voyez quelqu'un qui est en train de consommer. Donc ça, c'est la première chose. C'est cette gêne qui n'est pas forcément accompagnée d'une agression, heureusement. Et alors, il y a aussi des conséquences sur le transport lui-même, c'est-à-dire des personnes qui vont dans les voies, qui se cachent, qui passent la nuit dans des souquets, avec les interruptions qui sont liées à ces phénomènes-là, et le danger qui est lié à ça. Et donc, oui, on a déjà eu des personnes qui sont décédées l'année dernière, plusieurs, suite à cette présence de nuit dans un univers qui n'est pas approprié. À BX1, on a déjà réalisé plusieurs reportages où vous faisiez, vous, la STIB, des sorties pour demander plus de moyens pour pouvoir tenter de régler cette problématique. Est-ce que vous avez été entendu par le gouvernement bruxellois? Alors, on a été entendu, on a reçu des moyens supplémentaires. Donc d'abord, il y a eu une initiative qui est toujours en cours d'ailleurs, qui s'appelle l'initiative Subling, où l'ensemble du secteur associatif s'est coordonné de manière à avoir une approche de ce public-là, mais on voulait, nous, aller encore plus loin, parce que le phénomène continue à s'amplifier, et apporter nous-mêmes notre pierre à l'édifice. Et on a reçu des moyens supplémentaires pour engager une soixantaine de personnes supplémentaires qui seront mises en place à partir de cette année-ci. Donc ça, c'est le volet curatif, en quelque sorte, c'est le volet plus au niveau de la répression. Alors non, c'est un volet double, donc on ne peut pas dire que le secteur associatif est dans le préventif et la STIB est dans le répressif. On essaye d'avoir une approche qui est équilibrée entre les deux, et donc c'est-à-dire que nous aurons du personnel qui va faire des maraudes, qui va accompagner le personnel associatif dans ce travail d'accompagnement de maraude pour proposer des solutions en dehors des stations de métro, dans des lieux plus appropriés, et à la fois on aura une approche sécuritaire aussi, notamment le matin tôt, le soir tard, pour faire sortir des personnes qui pourraient avoir une interaction négative avec notre Il y a aussi une approche répressive avec des PV qui sont dressés, des descentes avec niveau alors des ça sert à agents de rien. sécurité. Donc ça ne sert à rien d'aller donner un PV à un toxicomane ou à un sans-abri. Ça n'a aucun sens. Par contre, ce sont des gens qui reviennent le lendemain ou quelques heures après. Ce sont des gens qui sont insolvables. Ce n'est pas le PV qui va changer leur comportement. Ce comportement, ils ne l'ont pas choisi finalement. Donc c'est pas du tout cette approche-là qu'on vise. Par contre, oui, on a aussi une approche qui vise à faire sortir ces gens de l'univers de la station de métro pour des raisons de sécurité et aussi pour des raisons d'inconfort pour nos voyageurs. Donc un accompagnement, mais aussi une sortie des stations. Des moyens qui sont alloués ces derniers mois pour lutter contre cette problématique. Y a-t-il vraiment des pistes de solutions? On en parle, c'est un enjeu pour demain. Bruno, on a parlé un petit peu de l'ASBL Transit. Concrètement, quel est votre rôle, vous, en tant qu'ASBL? Nous, on est un centre d'accueil, hébergement pour usagers de drogue. Ça, c'est le dispositif historique, mais depuis un certain nombre d'années, parce que les pouvoirs publics sont bien au fait de la problématique et amènent des nouveaux projets. On opérationnalise avec la masse de Bruxelles, la maison d'accueil socio-sanitaire aussi, la salle de consommation, la première salle de consommation en moindre risque bruxelloise, qui se trouve rue de Wuringen. Salle de shoot, comme on dit vulgairement. Oui, nous on n'aime pas parce que c'est pas représentatif du travail qui est fait. Il faut bien se rendre compte que c'est un dispositif médicalisé dans lequel il est possible de consommer de manière hygiénique et sûre. Et il y en a une deuxième qui va ouvrir, a priori, près de Ribeaucourt. Voilà, justement, on en parlait tout à l'heure. Il y a un projet de deuxième salle de consommation sur l'axe Isère-Ribeaucourt qui serait adossé alors à un abri, ce qui donnerait une solution aussi pour garder les publics et leur permettre d'avoir du logement. Parce que quand on parle des présences des personnes en rue,
la solution, enfin, parmi toutes les solutions, et la base, c'est de leur offrir une alternative à la rue ou à la présence dans les stations de métro. Donc il faut créer des lieux d'accueil, des lieux de traitement, services aussi psychiatriques, et il faut du logement, et il faut travailler sur la réinsertion. Ça fonctionne, les salles de consommation à moindre risque, c'est la première qui a ouvert, elle porte ses fruits? Oui, ça fonctionne parce que c'est une porte d'entrée. Il faut bien se rendre compte des situations de vie des personnes en rue. Nous, à Transit, globalement, 50% de notre public vit en rue. Ça veut pas dire sans domicile fixe, ça veut dire qu'ils sont vraiment présents en rue. C'est des parcours très cabossés, ça prend du temps de travailler là-dessus. Sans hébergement, c'est mettre un emplâtre sur une jambe de bois. C'est-à-dire que vous pouvez traiter une personne, elle va retourner en rue, elle va retomber dans les travers et les réflexes. Il faut pouvoir aussi qu'elle se repose, qu'elle récupère avant d'entamer un travail social et aussi un travail curatif ou thérapeutique. Ouais. Les stations de métro, c'est un bon refuge, malheureusement, pour ces gens-là? Comme le disait Françoise, historiquement, c'est un lieu de refuge quand il fait froid, malheureusement. Et donc, il faut proposer vraiment des solutions et des alternatives pour pouvoir rester en logement. Et le logement, c'est un besoin fondamental. Et nous, ça nous permet, quand la personne a récupéré, a pris une douche et un repas, en 2 jours, on voit déjà une évolution énorme. Et ça, on a besoin de ça pour pouvoir travailler sur le plus long terme dans l'accompagnement, que ce soit les traitements de substitution ou un rétablissement. Si la personne en rue, c'est un environnement, le contexte est très important. Dans un contexte de rue, les témoignages, ils nous disent, voilà, en rue, notre obsession, c'est la consommation pour oublier nos problèmes. Par exemple, quand ils sont à Gate, la salle de consommation à moindre risque, ils nous disent, quand on est ici, en fait, on consomme moins. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des relations sociales, parce qu'ils peuvent faire autre chose. Voilà. Et là, ils se sentent à l'aise, moins stigmatisés, puisqu'ils sont moins visibles aussi. Ils sont chez nous, dans un centre thérapeutique. Et alors, surtout, ils refont du lien social et ils nous disent, ici, on ne parle pas que de la consommation de drogue. Françoise Ledune, est-ce que c'est possible de fermer certaines stations ou de limiter certains accès problématiques? On sait d'ailleurs que la plupart des stations de métro sont fermées la nuit, donc cette problématique n'a pas lieu la nuit dans les stations de la STIB. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, le métro et le transport public de manière générale est un milieu ouvert. Donc l'objectif évidemment, c'est que tout le monde puisse y accéder. Alors normalement pour prendre le transport et pas pour s'y sédentariser. La nuit, effectivement, nos stations de métro sont fermées, mais il n'y a pas que la nuit. Je veux dire, l'interaction avec nos voyageurs, elle a lieu la journée. Et donc on a beaucoup de personnes en déshérence ou de publics précarisés qui se trouvent sédentarisés dans certaines stations, dans beaucoup de stations en journée également. Le personnel qui va être amené à faire les maraudes dont on parlait il y a quelques minutes, c'est un projet inspiré de la RATP, si je ne me trompe pas, en France. Est-ce que c'est personnel sera reconnaissable ou alors c'est du personnel qui va se fondre en quelque sorte avec les équipes des ASBL qu'on peut connaître à Bruxelles? Non, le personnel sera du personnel de la STIB, identifié STIB. On ne va pas mélanger, enfin même s'ils vont travailler en commun, mais chacun a sa mission et sa responsabilité. Et donc l'objectif, c'est de les accompagner vers les alternatives dont parle Bruno, et donc la deuxième salle de consommation, mais aussi peut-être des lieux d'hébergement, des places d'accueil, etc. etc. Ouais, on vous entend bien, la clé. La solution, c'est plutôt la prévention sur le long terme pour avoir des résultats. On sait que ça va mettre beaucoup de temps. Merci à vous d'avoir partagé ce moment pour expliquer un petit peu la situation en termes de sécurité dans le métro. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même tram. Excellente soirée.